Bonjour et bienvenue dans Future of Work. Nous accueillons aujourd'hui Anaïs Georgelin, fondatrice de So Many Ways. Bonjour Anaïs. Bonjour Julienne. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Mais très bien, ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur So Many Ways et sur ce que vous faites? Avec So Many Ways, on accompagne la transformation des habitudes managériales dans les entreprises. Voilà, ce qui nous anime, c'est de pouvoir donner les clés à cette ligne managériale qui est prise entre des injonctions difficiles, une complexité croissante, un petit peu d'injonctions paradoxales aussi, et de leur donner tous les outils pour qu'elles contribuent finalement, ces personnes-là, à créer ce future of work qui nous anime, qui soit enthousiasmant. Et quand tu parles de transformation, quelle est votre méthodologie? Quelles sont les approches que vous utilisez? On parle de transformation puisqu'on prend beaucoup dans les entreprises un état des lieux, on va dire. On va commencer par faire un état des lieux des pratiques managériales, avec nos clients d'identifier quels sont les comportements, les rituels qu'on a envie de voir bouger, évoluer, devenir des habitudes dans l'entreprise. Et puis, on va, en fonction de ça, construire un programme d'accompagnement sur mesure qui va inclure des temps collectifs avec des thématiques où on apporte du contenu et surtout beaucoup de mise en pratique, et des temps plutôt de co-développement pour revenir sur l'action. Et dans l'intervalle, des micro-actions qui vont être définies par les participants et qu'on va piloter tout au long du programme pour s'assurer qu'il y a un avant, un après et un impact qui soit mesurable. Quand tu parles de micro-actions, c'est de la mise en application, en fait, un peu comme des défis de tout ce qu'ils apprennent en fait, pendant les temps collectifs, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qui est important dans notre méthodologie, c'est que ce n'est pas des micro-actions poussées par l'IA ou des défis génériques. C'est vraiment toi, en tant que manager, qui va t'appuyer sur ce que tu auras découvert pendant cet atelier-là. On a des moments d'introspection, des moments de conversation avec tes pairs, des moments d'apport de contenu. Et quand tu génères un déclic, par exemple, je ne sais pas, on va prendre un basique, le feedback, je peux me dire, mais en fait, je ne prends jamais le temps de faire des feedbacks positifs à mon équipe. Et donc, ta micro-action, celle que toi, tu vas choisir, ça va peut-être être pour la prochaine fois de faire au moins un feedback positif par semaine d'ici à dans 4 semaines quand on se retrouve. Donc, c'est une micro-action que tu choisis toi, et ça, c'est important. C'est engageant. C'est engageant. On s'appuie sur 2 biais cognitifs. Le premier, c'est l'effet Ikea. Tu sais, le meuble que tu as galéré à monter. À la fin, tu le trouves beaucoup plus beau et tu as l'impression qu'il a une valeur largement supérieure si on te l'avait donné tout fait. Voilà, la micro-action, c'est pareil. Si moi ou une IA, on t'avait dit c'est ça qu'il faut que tu fasses, je t'assure. Ça a beaucoup moins de valeur pour toi que celle que tu as choisie. Et le deuxième biais, c'est l'engagement, la pression sociale positive. Comme on travaille en collectif, tu n'as pas envie d'être le seul à ne rien avoir à raconter à la prochaine session. Intéressant. Et tu es partie, toi, de quel constat pour pouvoir créer So Many Ways? L'histoire de So Many Ways, elle est très protéiforme. On en a parlé ensemble parce qu'on a quand même des parcours qui se rejoignent. Moi, j'ai démarré après avoir eu une vie de salarié assez courte, puisque j'ai fait 3 jobs en 3 ans avant de devenir entrepreneur. Et j'avais eu la chance finalement d'avoir une vocation, au démarrage, quelque chose qui m'animait. J'appelais ça « allumer la petite flamme ». Donc, c'était comment tu permets aux gens de construire la vie pro, en l'occurrence, à laquelle ils rêvent. Ça peut sembler béni oui dit comme ça, mais c'était vraiment ce qui m'animait. J'ai grandi dans un endroit où il y avait beaucoup de gens résignés en fait autour de moi, et je me disais mais vous pouvez construire quelque chose qui vous plaît. Et j'ai démarré dans la formation en soft skills, donc toutes ces compétences que tu n'apprends pas à l'école et que finalement qui me semblaient super importantes à transmettre. Et j'ai fait 3 jobs en 3 ans parce que j'ai rencontré notamment des managers qui n'aimaient pas manager. À tel point que j'ai cru que je m'étais trompée de voie, une petite erreur de jeunesse. J'ai quitté ma première boîte et j'ai fini 3 ans plus tard, pas dans le même secteur, pas dans le même métier, très loin des RH, dans l'entrepreneuriat social, accès à l'énergie dans les pays en développement, donc rien à voir. Oui. Et c'est même là où je pensais trouver le plus de sens, parce que c'est ce que je cherchais, du sens dans mon travail, que j'ai trouvé le pire des pratiques managériales. Et ça m'a un peu forcément questionnée et chaudée. Et j'ai eu envie de faire bouger ces lignes-là. Enfin, tu arrives, 3 jobs, 3 ans, 3 problèmes. Le seul point commun, c'était moi. Donc, j'ai quand même bien balayé devant ma porte. Et après, je me suis dit, j'ai envie de donner des clés
finalement aux gens pour mieux traiter ces sujets-là. Oui. Et voilà, on a commencé par les particuliers qu'on accompagnait dans leur réflexion professionnelle et comment trouver leur place, naviguer dans le monde du travail. Et assez naturellement, ce sont les entreprises qui sont venues à nous, puisqu'on avait développé une expertise sur l'évolution du rapport au travail et toutes ces tendances finalement qu'on prête aux nouvelles générations, mais qui ne sont pas du tout un sujet générationnel. Oui. Qui est juste plus exprimé aujourd'hui. Exactement, et un peu plus fort par les nouvelles générations qui ont moins de contraintes, mais voilà, c'est plus un sujet de société. Et les entreprises se sont dit, mais ça nous intéresse ce que vous explorez, les travaux que vous faites, les publications qu'on pouvait avoir. Pouvez-vous venir donner les clés à nos managers? Et par la force des choses, c'est devenu notre cœur d'activité. Parce qu'en termes d'impact, ce qui m'anime, c'est l'impact. Et c'est très systémique quand tu agis sur le management. Finalement, tu agis en amont des problèmes qu'on peut rencontrer dans le monde du travail. Et de manière, voilà, quand tu touches un manager, tu touches potentiellement 10 personnes. Donc voilà, un effet multiplicateur. T'entendais dans une interview que tu as enregistrée sur le fait que, selon certaines études, notre manager a autant d'impact avec nous que notre conjoint. Oui. C'est surprenant. Et du coup, comment est-ce que vous utilisez ce type de constat pour aussi appuyer auprès des entreprises en disant il y a quelque chose à faire et nous on a la méthode, on a le programme, le parcours qui existe et véritablement si vous ne prenez pas le taureau par les cornes à ce niveau-là, il y a des risques et humains et de performance. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises commencent quand même à en être sacrément conscients. Donc, on a moins besoin qu'il y a 8-10 ans, quand j'ai commencé d'évangéliser sur ces sujets. Les chiffres qu'on voit, c'est le manager est responsable de 70% du niveau d'engagement des collaborateurs, d'un départ sur 2. On dit, les Anglais disent « you join a company, you leave a manager ». Tu rejoins une entreprise, tu quittes un chef. Et le chiffre que tu cites, c'est l'impact sur la santé mentale, autant d'impact sur la santé mentale que la personne avec qui nous vivons. Donc quand tu fais tout ça, tu te dis « ah oui, c'est quand même de sacrées responsabilités ». Et évidemment, engagement, rétention, santé mentale égale performance. Donc ça, les entreprises l'ont quand même désormais bien compris. Et pas parce que... c'est que les signaux faibles sont énormes. Il y a eu tous ces enjeux de désengagement des collaborateurs, de difficultés à recruter, à fidéliser, d'absentéisme. Quand on parle santé mentale, arrêt maladie, absentéisme. De turnover. Et aujourd'hui, tu rajoutes la crise de vocation managériale. De moins en moins de gens qui ont envie de devenir manager parce qu'ils disent c'est trop dur. Donc au bout d'un moment, avec tout ça, quand tu as un petit peu de budget RH à dépenser et que tu choisis tes priorités, tu dis cette ligne-là, cette ligne managériale, il faut qu'on en prenne soin et qu'on les outille pour qu'ils tiennent. Parce que si eux ne tiennent pas dans les entreprises, difficile derrière. Complètement. Dans ce que tu me dis, dans ce que tu dis par rapport à la baisse d'envie de devenir manager, c'est vrai que il y a encore quelques années, devenir manager, c'était l'évolution naturelle au sein d'une entreprise. C'est-à-dire que pour être fier de soi et dire qu'on a réussi sa carrière, il fallait devenir manager. Donc aujourd'hui, il y a un peu une contre-opinion par rapport à ça, en disant en fait non, je peux réussir en devenant un expert, en devenant très pointu dans mon domaine, sans pour autant devenir manager. Donc il y a le fait d'accepter qu'il y ait ce choix-là aujourd'hui et qu'on n'ait pas forcément besoin de devenir manager pour dire qu'on a réussi sa carrière. Et en même temps, de voir des managers pour qui le temps dédié au management, c'est 5% de leur temps. Oui, complètement. Et donc, comment finalement être un bon manager et impacter positivement ses équipes, aider à faire grandir ses équipes, à atteindre les objectifs, si notre capacité à véritablement prendre soin de nos équipes, c'est 5% de notre temps. Tu as un petit peu tout dit. Hein. Moi, quand les dirigeants me demandent qu'est-ce qu'il faut faire, etc., je leur dis c'est extrêmement simple sur le papier. Hein. Vous choisissez des managers qui aiment les gens. Oui, je pense que c'est la compétence numéro 1. Voilà. Parce que si on vient là pour le statut, pour les épaulettes, et qu'on ne s'intéresse pas foncièrement aux gens, ça ne marche pas, on s'épuise, on n'est pas bon.
Donc choisir des managers qui aiment les gens et leur donner le temps de manager. Ouais. Sur le papier, c'est aussi simple que ça. Après, dans la vraie vie, choisir des managers qui aiment les gens, ça demande de déconstruire plein de manières de penser les carrières et les trajectoires professionnelles. Le fait que ce ne soit pas la promotion, parce que tu es le meilleur expert, tu deviens automatiquement manager. Et c'est d'autant plus difficile avec ce qu'on s'est dit que maintenant il y a une crise de vocation managériale. Donc s'il y a moins de gens qui ont envie de venir, en plus, est-ce que tu as le luxe de te permettre de choisir des managers qui aiment les gens ? Donc voilà, il y a tout un enjeu autour de redonner envie et d'aller chercher d'autres types de personnes pour les guider vers ces fonctions managériales et prendre le temps de manager, donner le temps de manager. Évidemment, quand on dit au manager, tu restes l'expert, tu fais le même niveau de prod qu'avant et en plus tu gères les équipes, ça ne peut pas marcher. Et les dirigeants ont besoin d'entendre que le management, c'est du temps et c'est pas du temps de perdu. Ouais. Parce qu'un problème managérial qu'on n'a pas le temps de traiter en 30 minutes aujourd'hui, c'est 2 heures la semaine prochaine, c'est 2 jours le mois suivant et c'est une démission ou un arrêt maladie dans 2 mois. Donc voilà, c'est... Ça, comment tu t'y prends, toi, pour faire passer aussi ces messages-là ? Parce que j'imagine que si vous intervenez uniquement sur le parcours au niveau de la ligne managériale, c'est déjà un vrai plus pour ces managers-là, de pouvoir avoir tous ces outillages et une nouvelle approche managériale, un nouveau regard sur le management. Mais est-ce que vous arrivez aussi à faire bouger un peu les lignes côté direction en disant attention, parce que oui, là, ils vont faire un effort, on va travailler avec eux, mais il faut que l'organisation aussi évolue dans son approche managériale ? C'est une excellente question. Te dire qu'on a la porte ouverte partout pour le faire comme ça, la réponse est non. On a plusieurs contextes d'intervention. Parfois, on arrive parce qu'on a un DRH convaincu, avec qui on est aligné et qui se bat pour faire avancer les sujets, mais qui a elle-même, cette personne-là, des plafonds de verre et des lignes qu'elle n'arrive pas à faire bouger au plus haut niveau. Parfois, on arrive avec une direction qui est, à l'inverse, très sponsor et qui a envie d'y aller. Et c'est pas parce qu'ils sont sponsors et qu'ils ont envie d'y aller qu'après, ils sont prêts à entendre ce qu'on a à leur dire. Même si c'est toujours un bon départ. J'ai souvenir d'un COMEX que j'ai pas mal bousculé il n'y a pas longtemps en leur remontant des infos du terrain. Bon, ils ont eu besoin d'un temps de digestion, quoi. Et finalement, pour le coup, après, ils ont pris en compte et ils se sont mis en mouvement. Et c'est admirable. Parce que si eux ne bougent pas, il ne faut pas attendre derrière que tout le reste bouge. Et on a beaucoup à traiter, du coup, des lignes managériales qui nous disent sur le terrain « merci, mais en fait, moi, je suis aussi bloquée par mes propres managers qui ne mettent pas en place ce que vous nous dites ou qui ne nous donnent pas les moyens. » Et on essaie, partout dans tout ce qu'on fait, d'avoir déjà une approche qui est non culpabilisante et de les aider à trouver à la fois des espaces de liberté malgré tout dans tout ça, où ils ont du pouvoir d'action, des espaces de pouvoir d'action, et de se créer des bulles de ressourcement aussi. Parce que tu peux aussi être un peu écrasé par le système quand tu es dans des grosses boîtes en tant que manager. Quelles sont les évolutions managériales que tu as pu voir, toi, entre le moment où tu as commencé, toi, en entreprise avec tes expériences et le moment où vous avez lancé So Many Ways et aujourd'hui Il y en a eu plein et je dirais que c'est un peu comme tout, on fait des effets de balancier, tu sais. Quand moi je suis arrivée dans le monde du travail, on était quand même encore dans la culture dominante du management assez hiérarchique, où il fallait bien respecter tout ça. Et chaque ligne hiérarchique. Exactement. Et on reste en France, quand tu comparé à d'autres pays, on reste dans cette culture assez verticale. Mais on a eu tout le terrain, plus intelligence collective, jusqu'à l'entreprise libérée, tu vois, donc qui a été tout un courant de pensée qui est venu, il y a une dizaine d'années à peu près, commencer à percuter ces modèles managériaux-là. L'entreprise libérée n'est pas devenue la norme. Non. Et d'ailleurs, dans c'est très rare les contextes où ça fonctionne réellement et où ça ne crée pas plus de souffrance qu'autre chose. Mais ce qu'il y a d'intéressant, comme dans tout fil qu'on tire un petit peu à l'extrême, c'est que ça nous a permis de réinjecter des pratiques dans la norme d'autonomie, de confiance, qui sont revenues un petit peu de transparence, qui sont revenues davantage dans le modèle dominant et qui ont commencé à faire évoluer
les méthodes de management vers ces postures-là, un petit peu de servante leadership, on dit parfois. Oui. Donc ça n'a pas été radical, c'est pas quelque chose qui a radicalement, on est passé d'une chose à une autre complètement de manière radicale, mais on a fait évoluer quelque chose qui était existant en disant, bon, attends, là avec ces nouvelles approches, on peut aller tirer un petit peu plus vers la confiance, vers la transparence, vers l'autonomie, et c'est ce qui a permis d'évoluer, de faire évoluer en tout cas certaines pratiques. Et après, on a eu aussi l'inverse, je ne sais pas trop comment le positionner, c'est plutôt, mais où tu as des managers qui se sont retrouvés avec un excès de bienveillance, entre guillemets, c'est-à-dire plus de capacité à dire quand ça ne va pas, à recadrer, à faire preuve de courage managérial, comme on dit. Ça, c'est des sujets qu'on nous a beaucoup mis depuis 18 mois sur la table. Exemple concret, télétravail. On a mis en place des règles, on a fait évoluer tout ça, et finalement, on a des gens qui ne respectent plus et le manager n'arrive plus à faire tenir le cadre. On cite aussi souvent les sujets de nouvelle génération on met ça le rapport au travail différent. Qui a évolué, où c'est de toute façon tu peux plus rien dire parce que si tu fais un feedback d'amélioration, après tu as un arrêt maladie. Donc il y a eu, les curseurs se sont déplacés. Parfois c'est des croyances limitantes des managers et parfois c'est quand même aussi une réalité, hein, faut pas se mentir. Et donc on a des managers qui sont un peu comme ça, j'ose plus rien dire parce que j'ai peur d'être accusée de harcèlement, j'ai peur d'être accusée de sexisme, et donc la ligne de crête, nous on passe notre temps à les aider à trouver la bonne ligne de crête. Parce que, en fait, ne pas dire les choses, c'est parfois confortable à court terme, mais ça l'est rarement à long terme, oui. À moyen terme. Ouais. Toi, aujourd'hui, vers quoi tu as envie d'amener justement l'approche managériale de demain, du futur du travail? Ça serait quoi pour toi ton idéal, en tout cas la tendance qui te semblerait la plus saine dans les entreprises, tant d'un point de vue humain que d'un point de vue aussi performance? En fait, c'est assez basique. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, comme on dit. Pour moi, il n'y a pas de recette miracle. L'idéal, il est sur le papier, très facile à décrire, et on le connaît tous. C'est des managers qui osent dire quand ils ne savent pas, qui laissent de l'autonomie à leurs équipes, qui font confiance, qui sont capables de faire preuve de transparence. Transparence n'étant pas égale tout dire à tout moment à n'importe qui. Hein. Transparence peut être je ne peux pas te donner cette information pour telle raison et tu l'auras à un autre moment. Congruence, donc je fais ce que je dis ce que je fais et surtout aussi je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, hein, cet alignement-là. Qui prennent le temps avec leurs équipes, qui n'annulent pas les one-one tout le temps, qui savent s'arrêter pour s'intéresser à la personne, comment tu vas vraiment, sur quoi je peux t'aider, mais qui savent aussi te challenger pour t'élever, parce que ça reste, on parle de performance, on se rappelle tous de ces managers qui ont pu un peu parfois nous bousculer, mais qui ont été très justes, très pertinents et qui finalement nous ont élevés. Et ça reste aussi un idéal pour moi. Donc c'est ce manager capable de trouver cette ligne de crête entre exigence et bienveillance finalement. Trouver l'équilibre, le juste équilibre. Exactement. Dans la posture, dans la relation humaine, entre la relation humaine et la tâche et les objectifs à atteindre. Et je dirais que derrière tout ça, le modèle de leadership, il est foncièrement centré sur je ne suis pas un sachant, je n'ai pas toujours raison, je suis au service de mes équipes. Et ça ne veut pas dire que je peux pas... Enfin, j'ai du leadership, j'embarque, j'amène, je donne un cap, je maintiens ce cap dans la tempête. Mais voilà. Et après, dans les enjeux un peu plus contemporains du manager, ce qu'on va trouver avec cette vitesse qu'on a aujourd'hui dans le monde de transformation, c'est la capacité à simplifier. Tu vois, on empile, on fait des millefeuilles sans cesse de projets. Hein, et le bon manager, enfin le manager idéal, il arrive à alléger les équipes. À dire, en fait, OK, oui, je vous rajoute ça, mais du coup, ça, on ne fait plus. Ça, on abandonne. Ça, on fait différemment.
et de réduire du coup la charge cognitive qu'on a tous et qui, même si l'IA vient nous sauver de plein de tâches pénibles, elle nous rajoute aussi une charge cognitive. Donc voilà, le manager, il doit un peu... c'est les nouveaux défis, ça, je dirais. Enfin, en tout cas, les défis qui s'amplifient avec l'époque. Sur le plateau de Future of Work, on avait reçu Vincent Giraudot. Vincent, c'est que je salue. Que tu connais? Oui, on est dans le même club d'entrepreneurs. Ah ben voilà. Et qui nous avait raconté la manière dont il organise les réunions en disant, lorsqu'on rentre en réunion, on a ce qu'on appelle la boîte à doudou. Il avait pris ça effectivement de la primaire ou quand ses enfants allaient, on dépose le doudou avant d'aller en classe. Et en disant, là, cette boîte à doudou, en gros, vous mettez vos téléphones, vos portables, et on arrive en réunion sans téléphone et sans portable. Et puis moi, j'ai posé la question, je me dis, mais comment les gens prennent des notes et retiennent? Il me dit, mais en fait, les réunions doivent servir à apporter des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, ils doivent ressortir des réunions avec des bagages plus légers que lorsqu'ils sont entrés en réunion. Donc, c'est ça, en fait. L'objectif, c'est l'efficacité. C'est pas prendre des notes pour prendre des notes, mais c'est juste, on va trouver des solutions. Vous venez avec les problématiques que vous rencontrez, vos enjeux, et à la fin, vous ressortez plus léger. Et j'avais trouvé cette approche intéressante, effectivement. Ça permet certainement de limiter la réunionnite que l'on peut avoir dans certaines entreprises, et de se dire, on focus, en tant que dirigeant, je focus sur comment est-ce que moi, je peux être au service de mes équipes, pour leur faciliter le travail, les aider à trouver aussi des solutions lorsqu'elles butent, et être plus léger, en fait, repartir plus léger. Oui, il y a un dicton que moi j'aime bien, c'est l'essentiel ne se perd jamais. En fait, quelque part dans le format de réunion que tu décris, si tu viens, on parle d'un sujet, etc., à la fin, les 3 points clés que j'aurais retenus et que je pourrais noter pour mon plan d'action pour la suite en sortant, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Je n'ai pas besoin d'un plan d'action en 18 trucs où on n'aura même pas le temps d'en faire la moitié. Un peu aussi ce sujet, j'aime bien le concept du one thing, tu vois. C'est quoi le truc? C'est quoi la prio? Enfin, de se forcer à être vraiment sur une liste, l'inverse de la liste au Père Noël, quoi. Oui, mais j'aime bien cette approche-là aussi et de mettre dans son agenda chaque jour, c'est quoi la chose que si je réussis à accomplir aujourd'hui, je sais que je ressortirai satisfait et fier. Et d'avoir cette chose en tête. Tu parlais tout à l'heure justement des nouveaux enjeux. Aujourd'hui, tout s'accélère, c'est-à-dire que les transformations, on en a toujours connu, sauf qu'on le voit sur ces dernières années, c'est un rythme qui est assez... effréné et effrayant. Quels sont justement, comment toi tu accompagnes les managers à pouvoir appréhender tous ces enjeux, toutes ces transformations, toute cette incertitude, tout ce qui les met dans des situations aussi inconfortables, parce que c'est difficile de dire je contrôle tout. Là, c'est difficile d'être dans cette posture-là. Comment est-ce que vous agissez pour les aider aussi à ce niveau-là? Oui, c'est un des cas concrets qu'on nous demande beaucoup. Les clés qu'on va leur donner, c'est déjà d'acter, de conscientiser ce qu'on vient de se dire. On a quelques chiffres un peu chocs. C'est x5 le nombre de transfos que doit porter un manager entre 2016 et 2022. Et cette étude-là était super bien faite. Je n'ai pas 2026 sur la même logique, mais je te laisse imaginer, sachant que l'IA, ça a 40 mois au moment où on se parle, à quel point ça a continué l'exponentiel. Et on en a d'autres comme ça. Et déjà, rien que du coup, de commencer par leur poser, ce que vous vivez n'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité. Et on est tous dans le même bateau. Et c'est la réalité de tout le monde. Donc si vous vous sentez parfois un petit peu dépassé par ça, c'est normal. Et il faut l'accepter. Et du coup, après, de les faire réfléchir à qu'est-ce qu'il faut abandonner dans nos modes de fonctionnement et qu'est-ce qu'il faut cultiver pour être à l'aise dans cette incertitude-là et ce changement permanent. C'est un peu nos méthodes d'introspection que je te disais tout à l'heure et de partage entre pairs. On va aller chercher les drivers qui nous bloquent. Par exemple, on peut avoir une petite voix de « soi parfait ». Le soi parfait, c'est un des 5 drivers de l'analyse transactionnelle pour ceux qui connaissent. Tu peux utiliser d'autres grilles de lecture, mais c'est lié à nos constructions. Et si on n'en prend pas conscience en tant qu'individu, ça continue de nous accompagner tout le temps. Et donc, si tu as le soi parfait dans un monde où tu ne peux rien maîtriser, tu t'épuises. Donc, on les aide à identifier dans leurs histoires, leur manière d'être, c'est quoi les mécanismes
Sous-jacent à leur comportement et à leurs exactement, croyances. à leur comportement et donc à les croyances limitantes qu'il y a derrière, pour aller les regarder et commencer à cultiver des nouvelles croyances. Donc ça, c'est plus sur la partie réflexion, on va dire, parce que ça joue énormément dans ces sujets. Et après, sur la partie boîte à outils, entre guillemets, on va les accompagner à transmettre la stratégie ou transmettre l'information, enfin les priorités. Donc ça passe par oser dire quand, à nos propres N+1 quand c'est pas clair. Oui. On a le droit, et trouver, mais une fois qu'on a clarifié, se faire le relais du choix de l'entreprise quand même. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'après, tu es un peu... tu dis à tes équipes, oui, mais je ne suis pas d'accord non plus. Enfin, en termes de posture, tu as l'impression que tu es le manager cool et gentil, mais les équipes, ils détestent ça en réalité. Ils ont l'impression que c'est pas tenu. Et après, quand je relais, enfin, une fois que j'ai bien accordé ça, que j'ai fait reclarifier si c'était nécessaire, comment je m'adresse aux équipes avec différents niveaux de sens. Et on a beaucoup porté et relayé les sujets avec un niveau de sens collectif de l'entreprise. Voici pourquoi on fait ce qu'on fait, voici qui on est, notre histoire, etc., ce qu'on va gagner. Et après, on a rajouté la couche l'équipe, pour notre équipe, ce que ça veut dire. Et déjà, les managers qui maîtrisent bien ça, avec un discours qui est clair, qui est concis, qui ne se perd pas dans des détails et qui arrive du coup à mobiliser les équipes sur ça, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, maintenant, il faut rajouter un niveau individuel. Parce que ce qui, toi, va te donner du sens et t'inviter à te mettre en mouvement dans cette transfo-là, ce n'est pas la même chose que pour moi. Oui. Donc, on leur apprend ça, à manier ces différents niveaux de langage pour embarquer, pour engager. On leur donne des outils pour identifier qu'est-ce qui est dans leur sphère de contrôle, d'influence, et à l'inverse, sur quoi il faut lâcher, l'approche socratique, qui dit apprends-moi à distinguer ce que je peux contrôler de ce que je ne peux pas, et à lâcher prise, en gros, c'est ça là où je ne peux pas. Et puis, on va aussi les faire travailler les rituels pour faire vivre ces changements-là. Parce qu'un changement, ce n'est pas une annonce et c'est fini. Pour que ça tienne dans le temps. Pour que ça tienne dans le temps. Et en fonction, enfin, on travaille que de manière contextuelle, donc en fonction des changements qui doivent être portés, est-ce qu'il y a des rituels de revue de priorité à mettre en place avec les équipes? Comment on choisit? On peut amener des outils sur la prise de décision dans la complexité aussi. Parce que quand on parle d'incertitude, c'est ça, je vais devoir décider sans avoir toutes les cartes en main. Exactement. Donc ça, on s'appuie aussi sur un modèle que j'aime bien, le modèle de Cunningham, qui t'aide à cartographier quel est le degré, enfin, le niveau d'incertitude lié à ta prise de décision et en conséquence à adopter ton mode de prise de décision pour que ce soit le moins énergivore possible pour toi et le plus efficace. Parce qu'il n'y a rien de pire que de sortir un petit peu l'arsenal pour une décision qui ne le mérite pas. On a tous des capacités cognitives limitées. Enfin, on a un pouvoir de décision par jour qui est limité. Oui. Et donc, si tu le crames sur des trucs qui n'en valent pas la peine, après, tu ne peux plus sur les sujets importants. Oui, exactement. Donc voilà, je t'ai fait un peu plein de choses, mais c'est un peu à travers tout ça qu'on les fait passer et qu'on leur donne des clés et des outils. Oui, donc c'est vraiment... Ça colle vraiment avec les enjeux actuels, le contexte actuel et ce que vivent les managers aujourd'hui en entreprise, que ce soit en termes de contexte au sein de l'entreprise organisationnelle, mais aussi de questionnements que l'on peut avoir, et soit en tant qu'humain et avec ses équipes. Et si, un truc que je ne t'ai pas dit, qui rejoint ce qu'on a eu en discussion en off autour de santé mentale, parmi les outils qu'on donne aussi beaucoup, c'est comment je me ressource. Oui. Comment je me ressource, c'est quoi les rituels que je peux mettre en place qui me font du bien, comment je me les autorise, parce que je comprends aussi que si moi je ne tiens pas, personne ne va tenir. Ouais. Et je peux pas tenir les équipes si moi je ne vais pas bien. Et tu vois, moi j'ai eu dans ma vie dirigeante aussi à un moment cette saturation, et j'ai mis en place un truc que j'ai appelé les journées de la grappe. Oui, c'est les journées. C'est les journées où on et je me lâche la grappe. Et du coup, pas d'agenda, pas d'objectif. Tu vois, même ce truc du one thing que je veux, je serai content à la fin de la journée, non. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, mais ça veut dire que je vais me laisser un peu guider par le flot
l'envie du matin, de l'énergie, et d'avoir 0 rendez-vous, 0 compte à rendre. Maintenant, je le fais moins parce que c'est moins mon actualité et j'en ai un petit peu moins besoin, ou je vais le faire par demi-journée ou de manière plus ponctuelle. Mais à un moment où je commence à saturer, c'était 1 fois par semaine et ça m'a sauvée. Et ça m'a permis de faire enfin, sauver, le mot est fort, mais en tout cas, ça m'a... Enfin, j'aurais pu basculer dans un burn-out à ce moment-là, je le sais. Et ça m'a permis de me remettre en énergie. Et est-ce que j'ai été moins efficace ? Pas du tout. Ça m'a permis de retrouver de la lucidité. Voilà. Et donc, de l'énergie pour pouvoir justement ensuite mener de front exactement. Les chantiers. Et c'est ce type aussi d'autorisation parfois qu'on leur donne. Ouais. Et c'est important, tu en parlais en introduction, d'être pris en étau entre les exigences, les demandes de la direction et puis les exigences, les attentes, les besoins aussi des équipes. Et donc, c'est un volet qui est essentiel. C'est-à-dire que comment je peux, moi, manager au quotidien. Le management, c'est aussi énergivore. Et donc, comment je fais pour, moi, aller recharger mes batteries pour pouvoir accompagner les équipes. Toi, qu'est-ce qui, aujourd'hui, quand tu regardes justement ce que tu as créé avec So Many Ways et les entreprises, les personnes que tu as pu impacter, qu'est-ce qui te rend le plus fier ? Ah, c'est dur comme question. C'est 10 ans d'entrepreneuriat derrière moi. Et je crois que ce qui me rend le plus fière, c'est d'être fidèle à la même ligne, en fait, tu vois, depuis autant d'années. J'ai le sentiment de rester attachée à la cause qui me tient à cœur. Et j'ai toujours dit, moi, je ne suis pas une multi-entrepreneur, tu vois. Je ne vais pas faire finir cette boîte, la vendre la plus vite possible. En recréer une autre. En recréer une autre, parce que quand on me demande si tu arrêtes So Many Ways, tu fais quoi ? Ça m'est déjà arrivé de me poser la question. Je fais la même chose, mais différemment. Donc, au fait, à un moment, non. Et cette constance, tu vois, de chercher la meilleure manière d'adresser le sujet de fond qui m'anime. Du coup, notre mode d'action, il passe par la transfo managériale, parce que, comme je te le disais, c'est là où on trouve qu'on a un impact systémique et puissant. Et qu'il y a une sorte d'ikigai, tu sais, comme on dit, entre nos compétences qu'on sait faire, le problème qu'on a envie de résoudre, et là où les entreprises sont prêtes aussi à investir, parce que on a essayé de faire des choses, d'ouvrir des marchés où les entreprises ne sont pas prêtes à investir. Ton impact, il est 0. Donc, il y a une sorte d'ikigai autour de ça. Bien sûr. Mais le cœur du sujet reste le même, tu vois. Et donc, d'être toujours là et d'être toujours passionné, d'être toujours entouré d'une équipe de passionnés dont certains sont avec moi depuis longtemps. Presque depuis le tout début, tu vois, ça, je crois que c'est ma plus grande fierté, quoi, de continuer à se lever tous les matins avec cette petite flamme. Cette petite flamme dont tu parlais tout à l'heure, justement. Quel conseil, toi, tu donnerais justement à des jeunes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat pour qu'ils soient à la fois conscients de la réalité de l'entrepreneuriat et en même temps pour qu'ils puissent oser franchir et réaliser ce qui les anime? Foncez. J'ai envie de dire, plus on démarre tôt, moins on a de risques. Je suis devenue entrepreneur à 25 ans. Et à 25 ans, j'avais pas d'enfant, j'avais un tout petit studio à Paris et pour entreprendre, je le mettais sur Airbnb pour me payer les week-ends avec les copains qui, eux, commençaient à travailler. Et en fait, finalement, c'est une super école et quand vous êtes jeune, vos besoins financiers sont plus limités. Et c'est plus facile que ce qu'on croit en réalité de démarrer jeune. Là où après, surtout si vous vous êtes enfermé dans la fameuse cage dorée, vous voyez, le saut dans le vide, il peut être plus effrayant. Donc c'est super de se lancer jeune. Et mon deuxième conseil, ce serait écouter les conseils. Parce qu'en fait, faut foncer et en même temps, il faut écouter les conseils. Parce que moi, chaque fois, je me dis, mais ce truc-là, mais on me l'avait dit. Et parfois, on a un peu ce truc, c'est humain, mais... Où on fonce et on n'écoute pas. Je dis oui, mais pas pour moi. Non, ça, c'est faux. Je sais pas, par exemple, tu vois, sur les deux qui me viennent, c'est au début, soit focus, un produit, une offre, quelque chose, et persévère jusqu'à bien le réaliser. Moi, j'ai bien porté mon nom, So Many Ways, pendant des années. Bizarrement, ça a beaucoup mieux marché quand j'ai écouté le conseil et que j'ai focus.
sur la gestion des équipes, parce qu'un des sujets très très durs des entrepreneurs, c'est quand tu dois te séparer de personnes, ou on dit, le dicton dit hire slow, fire fast. On fait l'inverse en général. Ouais. On recrute rapidement et on met 2 ans de trop à se séparer des gens qui ne sont plus à leur place. Et ça, voilà. Enfin, c'est tous ces mantras d'entrepreneurs que vous entendez. Si vous avez envie de vous lancer, écoutez-les. Vraiment, ils sont vrais. C'est pas pour rien qu'on les répète. C'est quoi pour toi, de manière plus macro, justement le futur du travail désirable, qui te semble désirable? Déjà, moi, je suis pour qu'on arrive à collectivement réhabiliter la beauté du travail, tu vois. Enfin, on est quand même teinté aussi de beaucoup de discours un peu manichéens sur le sujet. Et le travail, c'est aussi un formidable moyen d'avoir une place dans la société, de se sentir utile, quoi qu'on fasse finalement, d'être connecté aux uns aux autres et à ce qui fait notre humanité. Donc déjà, j'espère que dans le futur du travail, on redonnera ces lettres de noblesse. Et c'est politique aussi, c'est de se dire, le travail, il ne faut pas qu'on soit en désamour du travail. Le travail, c'est formidable. Donc déjà, il y a ça, je dirais, en termes de philosophie. Et après, comment on arrive à cultiver dans cet espace-là à se réjouir d'avoir des challenges collectifs et d'avoir envie de les mener au bout collectivement, parce que c'est ça, être une entreprise. Même si tu choisis d'être freelance, tu travailles pour des clients, on ne travaille pas seul, c'est pas un exercice solitaire le travail. Même si tu es menuisier et que tu fais un meuble, tu le fais pour des gens, pour quelque chose. Donc on arrive à se reconnecter à la finalité de ce qu'on fait. Et dans un monde qui est de plus en plus digital et où les tâches sont de plus en plus séparées. C'est là où on perd le sens. C'est là où on perd le sens. Donc se reconnecter à la finalité et au chemin qui est d'être avec des gens pour faire des choses. Et avec ces gens-là, de se dépasser au sens de faire mieux qu'hier, de faire plus beau qu'hier, de faire avec plus d'âme qu'hier notre travail. Voilà, c'est un peu plus philosophique ce que je te dis, mais moi, j'ai envie que le travail ait sa belle place dans la société, tu vois. Même des gens qui vendent des sociétés sans travail, finalement, ça dépend de ta définition du travail. Tu vas finir par aller cultiver ton jardin, c'est du travail. On n'est pas fait pour juste regarder la télé, quoi. Donc voilà, ça. Et à l'intérieur de ça, tout simplement, de se remettre de l'écoute et du respect et de la volonté de faire ensemble. C'est très simple. C'est de l'essentiel, c'est du basique, mais qui est tellement essentiel. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de beaucoup plus que ça. Anaïs, merci beaucoup pour tous ces partages. Merci à toi pour ton invitation. Merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve dans un prochain Future of Work avec un nouvel invité. À très bientôt.